愚かなる弟よ。そのシャリンガン、お前はどこまで見えている？Avant de commencer les potos, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est le leader mondial de l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs, en plus d'être un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Il vous permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, pour avoir accès à tout leur contenu disponible, où que vous soyez dans le monde. Genre, si vous voulez pas avoir à attendre 3 ans pour mater un film du MCU en bonne qualité par exemple, c'est carrément le bon plan. Et pour ceux qui le savent pas, CyberGhost VPN vous permet aussi de masquer votre adresse IP, chiffrer et protéger vos données, ce qui peut être pratique, surtout pour éviter de se faire hacker. D'ailleurs, CyberGhost ne conserve pas non plus vos données, donc ne vous inquiétez pas, même eux n'ont aucune idée de ce que vous faites sur internet. CyberGhost, c'est plus de 9000 serveurs répartis dans 91 pays différents, donc vous pourrez profiter d'une connexion VPN sécurisée partout et à tout moment. L'interface est super facile à prendre en main, je vous avoue que j'avais jamais eu de VPN, et en fait c'est hyper intuitif. Par exemple, si vous voulez mater One Piece, SNK ou Jujutsu Kaisen sur Netflix par exemple, bah vous avez juste à vous connecter au serveur japonais et c'est tout bon. En plus, vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané, et leurs applications sont compatibles avec toutes les interfaces, Windows, Mac, iOS, Android, etc. et même les consoles de jeux, donc c'est tout bénef. Si vous utilisez le lien que je vous mets en description, vous aurez 83% de réduction sur le VPN, soit à peine plus de 2€ par mois, et vous avez même 4 mois gratuits, donc franchement, mettez-vous bien. Et si vous prenez un abonnement CyberGhost, vous avez une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, donc foncez. En plus, ça aide de ouf la chaîne, donc merci à eux. Et sur ce, commençons. Yo tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau What If. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se demander ce qui se serait passé si Itachi avait réellement été un antagoniste. Je précise que je vais aborder la question plutôt sous forme de discussion et d'analyse, car contrairement à d'habitude, cette uchronie demande de changer complètement la psychologie du personnage, donc l'intérêt sera justement d'imaginer ces changements et leur impact sur l'histoire. Pour ceux qui aiment les formats narratifs et immersifs, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent, mais ce sujet en particulier s'y prêtait moins je trouve. En plus, ça vous permettra de voir comment je réfléchis quand j'invente une histoire alternative. Bon, maintenant que j'ai posé un peu de contexte, on attaque directement avec les motivations et objectifs de notre Itachi du jour. Let's go! Avant de parler du déroulement de notre uchronie, ça va être très important d'établir les différences entre le Itachi qu'on voit dans le manga et celui qu'on va imaginer pour en faire un antagoniste. Parce qu'un antagoniste, c'est avant tout un personnage qui s'oppose idéologiquement au héros. Et clairement, à aucun moment de l'histoire, Itachi ne remplit ce critère dans l'œuvre originale, même lorsqu'il est censé être un ennemi. Toutes ces décisions et les conséquences qu'elles ont, Itachi les prend dans l'intérêt de Sasuke ou du village. Il massacre son clan pour éviter un coup d'état, il passe un marché avec Obito pour qu'il ne s'en prenne pas ni à Konoha ni à Sasuke, en échange de sa collaboration avec l'Akatsuki, puis il confie la protection de Sasuke à Hiruzen, notamment pour éviter que Danzo s'en approche. Le coup d'état des Uchiwa aurait probablement engendré une guerre civile, voire potentiellement mondiale, si les autres grandes puissances avaient profité de l'instabilité politique de Konoha, ce qui aurait été très probable d'après Obito. Donc Itachi a fait tout ça à la fois pour éviter la guerre, protéger son frère et sauver la réputation des Uchiwa, en endossant seul toutes les responsabilités. Donc on va devoir totalement modifier tout ça si on veut qu'Itachi soit réellement un antagoniste. Parce qu'à bien y regarder, tout ce qui se passe le concernant et concernant Sasuke dans le manga, c'est juste une conséquence du sacrifice d'Itachi. Concrètement, il ne fait jamais rien qui va à l'encontre de nos héros. Quand il revient à Konoha après la mort de Hiruzen par exemple, c'est surtout pour rappeler qu'il est toujours dans le coin, et que même si Hiruzen n'est plus là, il compte bien forcer les hauts dignitaires du village, notamment Danzo, à respecter leur engagement de ne pas toucher à son petit frère. Et il a beau envoyer Kakashi à l'hôpital à ce moment-là, c'est surtout pour ne pas griller sa couverture auprès de Kisame, qui sait pertinemment qu'Itachi foudroie Kakashi à ce stade de l'histoire, donc s'il avait prétexté que Kakashi était trop fort pour eux comme il l'a fait pour Jiraiya, ça aurait été pour le moins chelou.
Et puis bon, de toute façon, il ne lui a pas fait de dégâts physiques, seulement psychologiques, donc on peut facilement imaginer qu'Itachi a fait en sorte de bien sonner Kakashi, mais sans pour autant le tuer, ce qui est clairement très cohérent dans le contexte. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ces événements sont de bons exemples. Parce que s'il avait été un vrai antagoniste, non seulement Itachi ne serait probablement pas venu à Konoha du tout, mais en plus si c'était quand même le cas, il aurait juste pu one-shot Kakashi, parce que je vois pas pour quelle autre raison il l'aurait laissé en vie. Idem, quand il décide de ne pas s'en prendre à Naruto sous prétexte que Kisame et lui ne sont pas de taille face à Jiraiya, là aussi on tombe sur une contradiction si on fait d'Itachi un vrai antagoniste. Parce que je vous rappelle que s'il l'avait voulu, Itachi aurait juste pu capturer Naruto à ce moment-là. Et s'il y a encore besoin d'expliquer pourquoi Jiraiya ne peut pas se faire Itachi plus Kisame en 1v2 en 2023, je vous rappelle que Kisame dit lui-même qu'Itachi est sans doute capable de se prendre Jiraiya en solo, et il ne réfute même pas l'idée de lui-même être capable de le fight. C'est Itachi qui insiste d'abord pour éviter le combat, et quand il se retrouve finalement face à face, comme par hasard, c'est encore Itachi qui dit à Kisame de fuir. Et leur plan pour retenir Jiraiya avec une meuf pour le séparer de Naruto n'a encore pas marché, comme c'est bizarre. Je veux dire, même Kisame il comprend pas ce qui se passe et il est déçu de fuir parce que lui il voulait la bagarre. Et on peut noter que même en voyant une fois la Amaterasu, Jiraiya il a transpiré. En plus bon, on rappelle que dans le même arc, Orochimaru, qui est censé être du même niveau que Jiraiya, dit qu'Itachi est bien trop fort pour lui, mais bon ça doit encore être un hasard. Bref, autre exemple, lorsqu'Itachi affronte l'équipe 7 et Mamishio dans l'arc de sauvetage de Gaara, il ne fait absolument rien à nos héros à part tester un peu les progrès de Naruto, avant de se faire toucher très probablement volontairement par un Odama Rasengan, le tout avec un grand smile. Pareil, lorsqu'il affronte Sasuke, c'est pour mourir de sa main, en faire un héros, le rendre plus fort et le débarrasser d'Orochimaru. Et même lorsqu'il lui implante un Amaterasu dans l'œil pour tenter de tuer Obito s'il l'approche, c'est pour éviter que son frangin se fasse manipuler, parce que comme il le dit lui-même à Naruto, Sasuke est encore trop influençable. Enfin bien sûr, on peut aussi évoquer le moment où il est réanimé pendant la 4ème grande guerre ninja, où là c'est carrément un allié vu que c'est lui qui va stopper l'Edo Tensei. Du coup, pour en faire un vrai antagoniste, il faut prendre totalement le contre-pied. Lorsqu'on croyait encore Itachi méchant, ce dernier justifiait ses actions par la quête de puissance. Il dit à Sasuke avoir massacré le clan pour tester ses capacités, il l'incite ensuite à tuer son meilleur ami pour réveiller le Mangekyo, et enfin il dit vouloir l'affronter pour lui voler ses pupilles, se les greffer pour éveiller le Mangekyo Sharingan éternel, avant de tenter de dépasser Madara aka Obito, et ainsi devenir le plus puissant. Du coup, l'option la plus entre guillemets logique pour faire d'Itachi un antagoniste, c'est de s'en tenir à cette version et d'imaginer qu'il n'a en fait pas menti à Sasuke, et que ses réels objectifs étaient bien ceux que je viens de citer. Mais du coup, si on se dit qu'Itachi a juste massacré le clan pour tester ses capacités, et qu'il a seulement épargné Sasuke pour avoir un adversaire intéressant, et pour lui voler par la suite ses yeux dans le but d'éveiller le Mangekyo Sharingan éternel, alors quel intérêt pour Itachi de passer un accord avec Obito? Déjà, est-ce qu'il aurait vraiment eu envie qu'on l'aide à massacrer le clan si le but était de se tester? Ensuite, il n'aurait pas non plus eu d'intérêt à assurer la protection de Sasuke, il aurait pu juste le pousser à éveiller son Mangekyo pour le lui voler ensuite, en gros exactement comme il nous le fait croire au début. Mais bon, lors de leur combat, Sasuke dit à Itachi « Aussi fort que tu sois, tu n'aurais pas pu liquider tout le département de police à toi seul. » Alors, clairement on peut se poser la question, et en vérité ça dépend de pas mal d'éléments, déjà la puissance de Itachi au moment du massacre bien sûr, mais aussi la véritable puissance de Fugaku notamment, chef du clan et père de Sasuke et Itachi. Parce que dans l'anime, les scénaristes lui ont donné le Mangekyo Sharingan, mais il n'en est jamais fait mention dans le manga, et les romans le suggèrent au mieux. Et puis bon, pour rappel, quelles que soient les versions, Fugaku se laisse tuer en refusant de se battre contre son fils, et en respectant son choix de se ranger du côté du village plutôt que du clan, ce qui évidemment ne serait pas le cas si Itachi avait fait ça par pur égoïsme. Du coup, je pense que le plus cohérent, c'est de se dire que notre Itachi méchant fait bien appel à Obito pour l'aider à massacrer le clan, et ce pour deux raisons. Déjà, si on se dit qu'à ce moment, Itachi n'est pas capable de se prendre tout le clan à lui tout seul comme le suggère Sasuke, d'autant plus si on a un Fugaku avec le Mangekyo prêt à se battre, alors Obito ne serait pas de trop. Ensuite, toujours lors de son combat contre Sasuke, Itachi parle d'Obito, qu'il pense être Madara, comme de son mentor, du premier Uchiwa à s'être éveillé au Mangekyo et à avoir pu contrôler Kyuubi avec. Donc si on se dit que l'objectif d'Itachi est bel et bien de devenir plus puissant que Madara, c'est clair qu'il verra en lui un moyen de progresser et d'en apprendre plus sur ses pouvoirs de Uchiwa. En gros, je vois bien une dynamique à la Senior Sith dans Star Wars, avec le maître qui détient le savoir et la force, et l'apprenti qui est destiné à prendre la relève en dépassant son maître. Je grossis le trait, mais je trouve que ça collerait parfaitement si on se dit qu'Itachi était vraiment méchant. Et comme dans l'œuvre originale, Obito a tout à gagner en s'alliant à Itachi, qui sera un vrai atout pour capturer les bijoux dans le cadre du plan Œil de Lune. Donc voilà, pour résumer, notre Itachi est un antagoniste pur jus qui veut toujours devenir plus puissant. Pour ce faire, il va s'allier à Obito avant de tenter de le renverser en s'accaparant
accaparant les pupilles de Sasuke, qu'il a laissé en vie dans ce but précis et qu'il considère comme un stock de matériel biologique afin de s'éveiller au Mangekyo Sharingan éternel, rien de plus. À partir de là, voyons comment ça va impacter les événements qu'on a vus dans le manga. Du coup, commençons par le début. Notre Itachi est toujours un prodige, qui devient membre des forces spéciales à 9 ans et qui se fait limite chier tellement tout est facile pour lui. On peut garder la première interaction avec Obito qui tue son camarade Tenma si on veut, vu que c'est cet événement qui lui fait éveiller son Sharingan, mais dans tous les cas, il aurait fini par l'éveiller, vu que les romans Itachi Shinden insistent bien là-dessus, ce n'était qu'une question de temps et Itachi se sentait frustré de ne toujours pas avoir éveillé son Dojutsu à genre 6-7 ans. On va quand même dire que la première rencontre avec Obito a bien lieu, vu qu'on a besoin qu'Itachi le connaisse pour qu'il puisse ensuite l'approcher avant le massacre du clan. Idem, on conserve sa relation avec Shisui, vu que c'est grâce à lui qu'il s'éveillera cette fois au Mangekyo Sharingan. Bon, le truc c'est que dans le manga et les romans, Itachi et Shisui sont surtout potes parce qu'ils partagent la même vision pacifiste du monde. Donc pour conserver leur relation, je pense que plutôt que de se dire qu'Itachi est juste purement méchant, on peut imaginer que comme sa version canon, Itachi a été choqué par la vision du champ de bataille de la troisième grande guerre ninja que son père l'a forcé à voir quand il était gamin. Résultat, Itachi veut devenir plus puissant pour imposer sa vision, ce qui a du sens avec les thématiques du manga, et ça nous permet de créer un Itachi pas trop unidimensionnel. Du coup, les idéaux d'Itachi seraient beaucoup plus extrémistes que dans le manga, mais aussi que ceux de Shisui. En grandissant, leur vision du monde deviendrait tellement éloignée que leur relation se dégraderait, jusqu'à ce que Itachi le tue et s'éveille au Mangekyo Sharingan. Je vois bien un scénario où le clan Uchiwa prépare son coup d'état, et où Shisui décide de l'empêcher avec Kotohama Tsukami, là où Itachi est profondément dégoûté par cette décision du clan, qu'il considère comme un aveu de faiblesse. Cette interprétation pousserait Itachi à vouloir définitivement s'affranchir de ses liens avec son clan, qu'il considère comme pathétique et faible. Et en voyant que Shisui souhaite encore sauver le clan malgré cet aveu de faiblesse, il déciderait de le tuer, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Itachi tue donc Shisui, potentiellement par surprise, vu qu'à ce stade Shisui serait un très gros client, surtout avec Kotohama Tsukami, puis il éveille à son tour son propre Mangekyo Sharingan. A partir de là, il rentre dans le cercle vicieux de tous les utilisateurs du Mangekyo, sa haine renforcera son pouvoir, et étant avide de pouvoir, Itachi renforcera encore sa haine. Afin de se libérer définitivement de ses liens, et pour tester ses capacités, Itachi décide finalement de tuer tout son clan, ne leur laissant même pas la possibilité de se rebeller contre le village. Pour ce faire, il va donc chercher Madara, qu'il avait rencontré étant plus jeune, afin qu'il l'aide à massacrer le clan et qu'il l'accompagne dans sa quête de pouvoir comme on le disait en première partie. Et alors, faut savoir que tout ce que je dis là, je le sors pas de mon chapeau, parce que dans les romans et même dans le manga, Itachi est réellement dépeint comme totalement détaché de son clan. À plusieurs reprises, on voit un Itachi presque dégoûté et déçu que son clan en arrive là. Il considère vraiment que leur manigance et leur rancœur envers le reste du village les mènent à leur perte, et vont à l'encontre de ses objectifs. Au début, on nous fait croire que ses objectifs sont de devenir plus fort puis de dépasser Madara en volant les yeux de Sasuke, mais on apprend ensuite que son vrai objectif était de protéger la paix et Sasuke. Donc dans les deux cas, Itachi a tué son clan parce qu'il s'opposait à son idéologie en quelque sorte. Dans les romans, Shisui dit même que le clan était trop petit pour Itachi, et ça c'est une idée qui persiste même après la révélation que ce dernier est en fait gentil, comme quand Hiruzen explique que déjà très jeune, Itachi ne voyait pas d'intérêt dans les liens claniques. Le manga comme les romans insistent aussi sur le fait qu'Itachi était très conscient de la part d'ombre d'un village, il savait qu'il fallait parfois faire des trucs vraiment très sales pour atteindre ses objectifs. Je veux dire, le mec est quand même allé jusqu'à tuer tout son clan, et même si bien sûr c'était déchirant pour lui et qu'il n'a pas pu se résoudre à tuer son petit frère, ça prouve quand même à quel point il était capable de voir au-delà des liens du clan. Donc si on se dit juste qu'Itachi avait été plus extrémiste et que son objectif était bel et bien de devenir le plus puissant, alors en voyant son clan courir à sa perte, on imagine sans problème qu'Itachi se serait senti à l'étroit et aurait fini par lui tourner le dos. Tout ça pour dire, je vois pas un monde où Itachi est favorable au coup d'état, même si on fait de lui un méchant. Et en plus, c'est cohérent avec les deux versions de l'histoire d'Itachi qu'on a eu dans le manga, et mieux encore, c'est cohérent avec d'autres évolutions scénaristiques qu'on a déjà vues chez des antagonistes Uchiwa via Madara et Obito. Donc voilà, Itachi massacre le clan avec Tobi et rejoint l'Akatsuki, tout en ayant laissé derrière lui le jeune Sasuke, en l'incitant à devenir plus puissant pour un jour venir l'affronter. Au passage, on peut aussi dire qu'Itachi a secrètement récupéré les pupilles de Shisui, vu qu'il connaît leur pouvoir et leur potentiel immense. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous parler d'un truc, les conditions d'acquisition du Mangekyo Sharingan éternel.
Alors, la seule vraie entre guillemets info qu'on a là-dessus, c'est ce que nous en dit Itachi lui-même justement. Il explique que pour éveiller le Mangekyo Sharingan éternel, il faut se greffer les yeux d'une personne du même sang après avoir éveillé le Mangekyo Sharingan. Et on sait que ce qu'il dit est vrai dans une certaine mesure vu que ce sera confirmé par la suite via Sasuke et Madara. Mais si on se penche sur la déclaration d'Itachi, c'est quand même assez vague. Déjà, il ne précise pas s'il faut que les yeux greffés aient déjà évolué en Mangekyo, parce qu'à ce moment, on le rappelle, Sasuke n'a justement pas encore éveillé son Mangekyo Sharingan. Mais bon, Itachi n'avait dans tous les cas pas l'intention de lui prendre ses yeux, donc il aurait très bien pu volontairement omettre ce détail pour ne pas éveiller les soupçons de Sasuke. Ensuite, quand il dit « du même sang », à quoi est-ce qu'il fait vraiment référence? Parce que pour rappel, les Uchiwa sont un clan, au sens où ils ont tous un ancêtre commun, en l'occurrence Indra Otsutsuki. Mais cet ancêtre commun, il remonte à loin, vu que déjà l'histoire du clan est vraiment pas récente, mais en plus, des réincarnations d'Indra, il y en a eu un certain nombre d'après Hagoromo notamment. C'est clairement expliqué que Madara et Hashirama n'étaient pas les premières réincarnations des fils de l'ermite Rikudo, et on sait que les réincarnations suivantes sont apparues environ 4 générations plus tard via Naruto et Sasuke, dépendant de la définition de génération qu'on utilise. Mais en nous basant sur Madara et Sasuke par exemple, on a un écart d'environ 100 ans à la louche entre 2 réincarnations d'Indra. Donc en admettant qu'il y a eu 10 réincarnations au total, on peut facilement taper dans le millénaire d'existence du clan Uchiwa. Bref, il n'y a aucun moyen de savoir avec exactitude depuis combien de temps le clan Uchiwa existe, et on va pas non plus commencer à faire un cours de biologie ou de généalogie, mais pour la faire courte, avoir un ancêtre commun et des caractéristiques génétiques communes ne veut pas forcément dire qu'on a le même sang. Donc d'après moi, ce serait logique que lorsqu'Itachi parle de personnes du même sang, il fait référence à des parents proches. Dans la traduction anglaise, Itachi parle de blood relatives, ce qui veut littéralement dire parents par le sang quand il évoque les conditions d'acquisition du Mangekyo Sharingan, ce qui va clairement dans le sens de ce que je viens d'expliquer. Et ça, de toute façon, c'est une idée qui est soutenue par le fait que les deux seuls shinobi à avoir éveillé ce dojutsu sont Madara et Sasuke, en se greffant les pupilles de leur frère justement et pas de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tous les deux sont des réincarnations d'Indra, et franchement, de là à dire que c'est un prérequis pour obtenir le Mangekyo Sharingan éternel, il y a qu'un pas. Parce que finalement, même Madara il suggère cette idée, quand il dit que si Sasuke est le seul à avoir réussi à éveiller le Mangekyo Sharingan éternel à part lui, c'est peut-être parce qu'ils sont liés par autre chose que leur clan. Bon, en vérité, il dit qu'ils sont peut-être reliés par autre chose que le sang, à nouveau, mais bon, quand on y pense, Madara et Sasuke, ils sont même pas de la même famille, en tout cas pas au sens où on l'entend. Donc c'est pas super clair cette histoire, mais mon avis là-dessus, c'est qu'il faut se greffer les yeux d'un parent très proche, idéalement d'un frère ou d'une sœur, ayant lui-même déjà fait évoluer sa pupille en Mangekyo Sharingan, et potentiellement être une réincarnation d'Indra, même si, pour le bien de notre scénario, on va dire que cette dernière étape n'est pas nécessaire. Avec ce postulat, et en partant du principe qu'il connaît les conditions exactes d'acquisition, on peut donc se dire qu'Itachi ne peut pas développer le Mangekyo Sharingan éternel en se greffant les yeux de Shisui, ce qui est d'après moi beaucoup plus cohérent avec le lore comme on l'a dit. Pour ce qui est de Fugaku par contre, on a plusieurs options. Soit on se dit tout simplement qu'il n'avait pas le Mangekyo Sharingan, vu que c'est le cas que dans des fillers de l'anime, soit on se dit qu'il a réussi à se crever les yeux avant de mourir. On pourrait aussi penser que les liens du sang nécessaires pour obtenir le Mangekyo Sharingan éternel sont ceux entre frères et sœurs uniquement, ce qui, là encore, est cohérent avec le lore, et c'est même suggéré dans la traduction anglaise. Bon, évidemment, il y a aussi l'option où Itachi débloque le Mangekyo Sharingan éternel à 12 ans après le massacre du clan, mais du coup, il aurait plus d'intérêt à s'allier avec Obito, ni à épargner Sasuke, donc bref, ça couperait un peu court à notre histoire. Voilà, je referme cette longue parenthèse sur le Mangekyo Sharingan éternel, mais c'était super important pour le contexte de notre scénario que d'expliquer qu'Itachi, il a pas d'autre solution que de prendre les yeux de Sasuke pour l'éveiller. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont pour vous les conditions exactes d'acquisition du Mangekyo Sharingan éternel. Bref, revenons-en à notre histoire. Après avoir massacré le clan et déserté le village, Itachi rejoint l'Akatsuki, son Mangekyo Sharingan débloqué et les deux pupilles de Shisui en sa possession. Et vu la dynamique qu'on a imaginée entre eux, je pense que Toby finira par lui raconter une partie de son histoire, enfin son histoire, celle de Madara, comme ça a l'air d'être le cas dans l'œuvre originale. Il lui parlera de sa défaite face à Hashirama, de son attaque sur Konoha ayant causé la mort du 4e Hokage, etc. Résultat, et comme il le fait croire dans le manga, Itachi commencerait alors à voir Madara comme un perdant, et il serait plus motivé que jamais à le surpasser. Mais pour ça, il faudra attendre un moment, jusqu'à ce que Sasuke s'éveille au Mangekyo et vienne l'affronter. En attendant, Itachi aide au développement de l'Akatsuki, et la traque des bijoux se met en marche petit à petit. Rapidement, Itachi est amené à collaborer avec un autre membre de l'Akatsuki, lui aussi déserteur de Konoha, Orochimaru. Un jour, ce dernier tente de s'en prendre à Itachi pour lui voler son Sharingan, mais il est directement plongé dans un Genjutsu. Ici, Itachi ne fait preuve d'aucune pitié et tue Orochimaru de sang-froid.
En parallèle, Sasuke grandit avec cette haine pour son frère et finit par devenir ninja. Il intègre donc l'équipe 7 et fait ses premières missions. Comme dans le manga, il finit par se lier d'amitié avec sa team, notamment Naruto, et il apprend peu à peu à se détacher des conseils de son frère. Il décide qu'il deviendra assez fort pour le tuer, sans pour autant fuir en préservant à tout prix sa vie, et sans tuer son meilleur ami comme il lui avait demandé. De son côté, Jiraiya finit par entendre parler de l'Akatsuki et de ses agissements, mais cette fois, il apprend qu'Orochimaru est mort alors qu'il en faisait partie. Il sera donc encore plus alarmé que dans le manga, et il ira prévenir Hiruzen et Kakashi. Cela dit, Orochimaru étant mort, l'examen Chunin qu'on voit dans l'œuvre originale a ici lieu sans accroc. Du coup, Hiruzen ne meurt pas, et Jiraiya et Naruto n'ont donc aucune raison de partir chercher Tsunade pour qu'elle devienne Hokage. Donc là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit on se dit que Nagato et Obito envoient quand même Kisame et Itachi pour enlever Kyuubi, même si le village n'est pas affaibli, et on se dit qu'Itachi accepte, même s'il n'a pas de raison personnelle de se rendre au village pour mettre un coup de pression à Danzo. Sinon, option 2, l'Akatsuki ne prend pas ce risque et préfère se concentrer sur la traque des autres bijoux en priorité. Clairement, les deux options se tiennent parce que dans le manga, on comprend clairement qu'Itachi est venu mettre un coup de presse à Danzo, mais d'un autre côté, on nous dit aussi qu'ils ont été envoyés pour capturer Naruto, et Itachi dit même à Jiraiya que c'est leur priorité absolue, donc c'est bien qu'ils ont reçu des ordres. Mais dans tous les cas, ça change pas grand chose. Parce que même si Itachi et Kisame se rendent à Konoha et guettent l'opportunité de capturer Naruto, le problème c'est qu'on l'a dit, Jiraiya a déjà prévenu Kakashi et Hiruzen que l'Akatsuki est aux trousses de Naruto. Du coup, comme dans le manga, il a demandé à Kakashi de lui confier Naruto pendant qu'il s'occupe de Sasuke. Donc à ce moment-là, Naruto est déjà mis en sécurité et il est séparé du reste de son équipe, du moins pour un moment. Mais d'un autre côté, on l'a dit, notre Itachi est pressé de pouvoir exploiter Sasuke. Donc même s'ils ne peuvent pas juste débarquer dans le village et capturer Naruto comme des brutes, ça pourrait être un bon prétexte pour approcher Sasuke et accélérer un peu son développement. Du coup, dès que l'équipe 7 part en mission, même si Naruto reste avec Jiraiya, Itachi et Kisame leur tombent dessus. En voyant son frère, Sasuke voit rouge et fonce sur lui avec son Chidori. Itachi lui casse le bras en n'oubliant pas de lui rappeler qu'il est faible et que sa haine n'est toujours pas assez grande. Kakashi parvient à repousser Kisame, mais Itachi entre dans le combat et lui fait sa fête, pendant que Sakura se fait no-diff. Itachi sort le Mangekyo et Kakashi pense pouvoir y résister avec son simple Sharingan. Grossière erreur, Kakashi est piégé dans les arcanes lunaires où Itachi lui soutire des informations sur Jiraiya et Naruto. Après ça, Itachi achève sans pitié son ancien partenaire des forces spéciales, et Sakura est elle aussi tuée. Sasuke assiste donc impuissant au meurtre de son sensei et de Sakura, avant d'être forcé à revivre en boucle le soir du massacre des Uchiwa dans le Tsukuyomi d'Itachi. En constatant l'écart qui le sépare encore de son frère et choqué de ce qu'il vient de se passer, Sasuke fera forcément évoluer son Sharingan en Mangekyo relativement vite à partir de là. Parce que franchement, voir son sensei et une de ses amies mourir sous ses yeux, des mains de son propre frère qui a déjà tué toute sa famille, je vois vraiment pas ce qui peut se faire de mieux comme moyen de trigger son Mangekyo Sharingan. Avec la mort de Kakashi et Sakura, Konoha commence à s'activer pour enquêter sur l'Akatsuki, sur les conseils de Jiraiya. Avec un Orochimaru mort et un Hiruzen toujours vivant et prêt à traquer les membres de l'Akatsuki, je ne vois pas Sasuke ressentir le besoin de quitter le village. Surtout que maintenant, il s'est éveillé au Mangekyo Sharingan, donc je vois plutôt un scénario où il rejoint les forces spéciales. Parce qu'on va pas se mentir, si dans l'œuvre originale, les autres villages n'ont pas fait grand chose quand l'Akatsuki est venu pour s'en prendre à leur Jinchuriki, je vois mal Konoha rester les bras croisés en attendant que Naruto se fasse capturer, surtout après une attaque aussi directe sur des membres du village. Jiraiya continuerait donc l'entraînement de Naruto, pourquoi pas même avec Hiruzen cette fois, pendant que Sasuke prendrait une voie plus sombre en enquêtant sur l'Akatsuki pour retrouver son frère, tout en continuant à développer ses capacités en intégrant l'Anbu. Quelque temps s'écoule et les membres de l'Akatsuki continuent donc leur chasse aux bijoux. Deidara et Sasori kidnappent Gaara, et vu que notre examen Chunin s'est déroulé normalement, Gaara n'a probablement pas pu affronter Naruto dans les mêmes conditions que dans le manga, et ils ne sont donc jamais devenus potes. Au mieux, ce sera juste la confirmation que l'Akatsuki traque les Jinchuriki, ce qui accélérera un peu les choses. Et là j'en profite pour faire une petite aparté vu qu'on est post-ellipse, je voulais parler de la maladie d'Itachi. Je pense que c'est pas très intéressant ici de se dire qu'il est malade, parce que dans le manga sa maladie est incurable, donc notre Itachi serait juste condamné et fin de l'histoire. Parce que pour rappel, au moment du combat contre Sasuke, Itachi avait déjà prolongé sa vie avec des médicaments. Donc si on se dit qu'il n'est pas malade, ça va faire une vraie diff, surtout en combat. Au bout d'un moment, Itachi et Sasuke vont s'affronter. Dans notre scénario, les deux n'attendent que ça et le plus tôt sera le mieux. Du coup, on peut carrément se dire que Sasuke part à la rencontre d'Itachi rapidement après l'enlèvement de Gaara, pendant que Jiraiya continue son enquête aussi de son côté.
Parce que dans le manga, on rappelle que Jiraiya il a trouvé la localisation de Pain en solo, le tout en étant vraiment pas stressé du tout. Donc dans notre histoire, un Jiraiya pressé le ferait aussi, mais sûrement bien plus tôt, très probablement après avoir terminé son entraînement de Naruto, là aussi comme dans le manga. Donc en fait, tout se passerait plus vite. Itachi versus Sasuke et Jiraiya versus Pain auraient lieu en même temps, juste après que Gaara ait été kidnappé, pendant que Naruto poursuit son entraînement au contrôle de Kyuubi. Du coup, le combat de Jiraiya se déroule normalement, il se fait tuer mais envoie un message sur le secret de Pain. Le combat d'Itachi par contre, c'est pas tout à fait pareil. Notre Sasuke a un Mangekyo Sharingan depuis un moment maintenant, et il a probablement déjà débloqué le Susanoo si on se dit qu'il s'est entraîné à fond. Du coup, Sasuke doit commencer à voir un peu flou, mais en vrai, idem pour Itachi. Mais le truc, vous le savez, c'est qu'à moitié mort et aveugle, Itachi est à un niveau minimum comparable à Sasuke avec son Mangekyo Sharingan post-Conseil des 5 Kage, et j'insiste bien sur le minimum. En plus, le Sasuke du manga, c'est un Sasuke sous stéroïdes. Il s'est entraîné 2 ans et demi avec Orochimaru, il a plus de haine que jamais parce qu'il vient d'apprendre la vérité sur son frère, bref, c'est vraiment un Sasuke boosté. Donc vu qu'Itachi malade a des feats qui le scale déjà au-dessus de Sasuke Mangekyo Sharingan, si en plus on se dit qu'il n'est pas malade dans notre scénario et qu'on a un Sasuke moins entraîné, franchement, il n'y a pas 36 000 options. Donc sans surprise, Sasuke se fait battre, même si on peut dire qu'il a donné un combat à son frangin. De là, Itachi se transplante les yeux de son frère et éveille le Mangekyo Sharingan éternel. Plus de risque de perdre la vue et moins de consommation de chakra pour ces techniques. En gros, on a là un Itachi comme en Edo Tensei mais en encore plus puissant. Après ça, comme on l'a déjà dit, l'objectif d'Itachi sera de faire tomber Madara. Le truc qu'on peut se demander par contre, c'est ce qu'il compte faire après ça. Parce que c'est bien beau d'être le plus puissant des Uchiwa, mais le moment serait bien choisi pour définir l'objectif fondamental d'Itachi. Avec le personnage qu'on a imaginé, je trouve que ça ferait sens qu'il reprenne le contrôle de l'Akatsuki afin d'asseoir sa domination. Mais si c'est réellement ça son objectif, ça pose 2 questions. Déjà, est-il au courant du plan Œil de Lune? Et ensuite, y est-il favorable? Et je vais pas vous mentir, mais le plan du Mugen Tsukuyomi, qui consiste à imposer la paix en plongeant tout le monde dans une illusion, collerait pas trop avec le Itachi qu'on a imaginé. Notre Itachi est en quête perpétuelle de puissance, et à quoi bon être le plus fort si on ne peut pas asseoir sa domination? En revanche, un plan qui collerait mieux au caractère de notre Itachi, c'est celui qu'expose Pain à Naruto lors de leur combat. Avec sa nouvelle puissance, Itachi et le reste de l'Akatsuki pourront capturer facilement les bijoux. L'organisation aura alors en sa possession la plus grosse force de frappe militaire, après avoir dépossédé les villages ninja d'une grande partie de la leur. Ils pourront utiliser les bijoux comme arme de dissuasion contre quiconque voudrait s'opposer à leur autorité. Donc qu'ils soient au courant ou non de la vraie nature du plan Œil de Lune, je pense qu'ils seraient plus du genre à exploiter les bijoux comme une arme de dissuasion que de recréer le Jubi pour lancer le Mugen Tsukuyomi. En plus, avec ses nouveaux dojutsu couplés au pouvoir de Pain, l'Akatsuki pourrait vraiment faire ce qu'elle veut avec les démons à queue. Et puis, comme j'ai dit, les ambitions de Nagato et d'Itachi se rejoignent, donc même si Itachi tue Obito, je pense qu'il pourrait rallier Pain à sa cause, vu que Nagato est quand même super matrixé par son plan, et je ne vois pas trop pourquoi la mort d'Obito changerait quoi que ce soit à ses objectifs. De mon point de vue, qu'Obito ou Itachi soient aux commandes, tant que Nagato peut mettre en place son plan pour instaurer la paix en semant la terreur, il sera partant. Et au pire, si Nagato tente de se rebeller, Itachi peut soit l'affronter, et à mon avis il marcherait sur les Pain avec son Mangekyo Sharingan éternel, soit le placer sous le Koto Amatsukami, vu que dans notre scénario, Itachi a les 2 pupilles de Shisui en sa possession, qu'il a greffé sur 2 corbeaux comme dans le manga. Bon après, à voir si le Koto Amatsukami marcherait sur un utilisateur du Rinnegan, mais de toute façon, Itachi a juste trop d'options, puisqu'on peut aussi imaginer qu'il connaisse le secret du vrai corps de Nagato, auquel cas il pourrait juste lui mettre un coup de pression en le menaçant de venir attaquer son vrai corps, qui pour rappel est trop endommagé pour que Nagato combatte sans ses avatars. Bref, tout ça pour dire que quelle que soit l'option, Itachi se mettrait Nagato dans la poche. Enfin bon, tout ça c'est bien beau, mais avant ça il va falloir s'occuper d'Obito, et c'est clairement pas une mince affaire. Cela dit, on a là un Itachi bien plus puissant que dans le manga. C'est même difficile de quantifier à quel point, sans compter qu'il a passé les dernières années à se préparer dans le but de vaincre celui qu'il pense être Madara, et même si Obito s'attend sans doute à ce qu'Itachi s'en prenne à lui, il a quand même cette fâcheuse tendance à sous-estimer ses adversaires. Dans le manga, on voit Obito sous-estimer Conan, ou encore il encourage Sasuke à développer le Mangekyo Sharingan éternel, et certes tout ça est en fait gage de la puissance d'Obito, mais c'est aussi d'après moi une faille à exploiter pour Itachi dans l'intérêt de notre scénario.
Du coup, après que Jiraiya ait été tué en affrontant Pain à Ame, je vois bien Obito envoyer Pain à Konoha pour capturer Kyuubi. Pendant que Pain prépare son invasion, Kisame et ou d'autres membres de l'Akatsuki, vu qu'ils sont tous vivants à ce stade, sont quant à eux envoyés pour capturer Killer Bee. Et c'est sûr que contre Kisame, Bee va galérer, parce que c'est ce qu'on voit dans le manga, même si ce Killer Bee est nerf vu qu'il ne peut pas utiliser sa transformation totale en bijou et qu'il doit se restreindre à ses versions 1 et 2. Mais même si on lui donne l'accès à sa transformation en full bijou vu qu'il combat dans les montagnes de Kumo, je pense que si on rajoute d'autres membres de l'Akatsuki dans le mixeur, comme Deidara ou Sasori par exemple, ça ferait peut-être un peu beaucoup pour Bee. De son côté, Naruto partira quant à lui sans doute s'entraîner au mont Myoboku comme dans le manga, sauf que cette fois-ci, il aura doublement la haine. Contre Pain bien sûr, qui a tué son sensei, mais cette fois aussi contre Itachi qui a tué son ami. Pendant ce temps et profitant donc du fait que tout soit occupé ailleurs, Itachi part à la rencontre d'Obito pour l'affronter. Et bon, on pourrait débattre qui d'un éventuel Itachi avec un Mangekyo Sharingan éternel, ou d'Obito et son Dojutsu boosté aux cellules d'Hashirama est le plus puissant, mais ce n'est vraiment pas le but ici. D'autant que bon, capacité à spammer Amaterasu, Tsukuyomi, réflexes et mouvements fluidifiés par le Mangekyo Sharingan éternel, en plus d'un Susanoo en constante évolution avec Yatta et Totsuka, bref, cet Itachi il rigole zéro, et si on ajoute à ça le fait qu'il a très probablement étudié avec précision les capacités d'Obito dans notre scénario, vu qu'il a toujours eu en tête de l'affronter un jour un peu à la manière de Conan, et qu'en plus de ça on rajoute le fait qu'il a les corbeaux avec le Kotoha Matsukami, franchement ça donne trop de conditions de victoire à Itachi. Enfin bref, un combat s'engage donc entre les deux Uchiwa, et au terme de la bataille, Obito regrette d'avoir laissé Itachi manigancer dans son dos, et il finit tué. On peut imaginer qu'Obito survit une première fois aux assauts d'Itachi avec Izanagi, mais bon, une fois qu'il a grillé ce Joker, il est dans la sauce. Itachi a donc réalisé son objectif, il vient de battre Madara, et est désormais le plus puissant des Uchiwa. De son côté, Pain lance finalement son assaut sur Konoha. Le truc c'est qu'ici, Kakashi n'est plus de la partie, Tsunade n'est jamais revenu à Konoha, et Jiraiya est bien sûr mort, donc seul Hiruzen pourra se dresser face au Pain. Un Hiruzen encore plus vieux que dans l'œuvre originale en plus, donc il se ferait probablement malaxer par Pain. Pour rappel, Hiruzen vieux c'est niveau Sannin, et on a vu ce que Pain pouvait faire à un Sannin. Donc même si on se dit qu'il pourrait résister, on peut aussi se dire que vu la situation actuelle de l'Akatsuki, Pain pourrait juste se ramener avec d'autres membres en plus de Conan, genre Hidane et Kakuzu, pendant que Kisame, Deidara et Sasori gèrent Killer Bee à Kumo. Et honnêtement, dans ce contexte, je ne vois vraiment pas comment nos deux Jinchuriki préférés s'en sortent. Car même si Konoha a pu déchiffrer le message codé de Jiraiya, il n'empêche que Pain et les autres seraient trop durs à gérer pour Naruto, d'autant plus que si Tsunade n'est pas là pour protéger les villageois du Shinra Tensei qui détruit le village, et que donc Katsuyu n'est pas sur l'épaule de Naruto pour lui donner des infos sur les pouvoirs de Pain en temps réel, il part encore plus désavantagé que dans le manga. Pareil, sans Kakashi, peut-être même que personne ne remarquera le temps de récupération des pouvoirs de Tendo, à part sans doute Hiruzen, mais à ce stade il est déjà mort, probablement sans avoir pu communiquer les infos qu'il a grattées. Et non, je n'oublie pas Guy, mais le truc c'est que même Kishimoto l'a fait partir en mission hors du village pendant l'attaque de Pain pour pas avoir à utiliser son Deus Ex Machina, donc je vois pas pourquoi je me priverais de faire pareil. Bref, c'est triste à dire, mais je vois pas un monde où Naruto et Bee ne sont pas capturés, et où Konoha n'est pas totalement dévasté. Du coup, de retour à leur repère pour extraire les bijoux, Nagato tombe sur Itachi, qui les attendait là, avec la dépouille d'Obito face à lui. Il explique alors à Nagato qu'il prend la suite de Madara comme leader du groupe, et on l'a déjà expliqué, les intérêts de Nagato et Itachi sont alignés, donc ils finissent par se mettre d'accord. On peut imaginer que certains des membres de l'Akatsuki ont été tués en combattant Bee et Naruto, genre je vois bien un scénario où Sasori se fait one-shot par Bee, et pareil pour Hidan ou Kakuzu, voire les deux par Hiruzen ou Naruto, mais au final, le noyau dur de l'organisation reste intact, et ils ont en leur possession la quasi-totalité, voire la totalité des bijoux. On sait que Han, Yugito, Roshi, Fu, Gaara, Naruto et Bee sont déjà capturés, donc capturer Utakata et le démon Sonbi qui est dans la nature serait une formalité, comme on le voit d'ailleurs dans le manga. A partir de là, le Raikage convoquerait sans doute un sommet des Kage pour passer à l'offensive face à l'Akatsuki, qui a kidnappé son frère, et donc une alliance shinobi verrait probablement le jour. Mais avec un Konoha presque totalement détruit, et sans Naruto, Bee, Gaara mais aussi Kakashi pour Kari, ça s'annonce un petit peu compliqué pour eux. Et certes, ici les rangs de l'Akatsuki ne sont pas renforcés par Kabuto, vu qu'Orochimaru est mort très tôt dans notre histoire, mais en contrepartie, on a quasi tous les membres de l'Akatsuki toujours opérationnels, un Itachi plus puissant que jamais, et qui a 2 Kotoha Matsukami dans sa manche en plus, Pain, tous les bijoux enfermés dans le Gedomazo, bref, je pense que comme Nagato l'a annoncé dans le manga, l'Akatsuki pourrait juste raser un pays de la carte, et distribuer ensuite les coups de pression pour tranquillement instaurer leur régime de terreur.
Et alors, je vous vois venir, mais non, j'oublie toujours pas Guy et ses 8 portes. Mais le truc, c'est que même s'il est surpuissant, sûrement plus que n'importe qui, même dans notre histoire alternative, ça reste super situationnel. Genre, il faudrait qu'il se retrouve face à toute l'Akatsuki en même temps, le vrai corps de Nagato inclus, pour que son sacrifice serve à quelque chose, donc autrement dit, c'est vraiment pas une solution viable. Bref, une fois le régime de l'Akatsuki en place, même si des groupes d'insurrection se formeraient forcément par-ci par-là, ils se feraient juste écraser en boucle par Itachi ou Pain. Je vois bien un scénario dans lequel l'Akatsuki ouvre ses portes à tous les ninjas déserteurs pour renforcer son emprise sur le monde shinobi, un peu comme dans le roman Shikamaru Iden avec le pays du silence, mais cette fois à l'échelle mondiale. Ceux qui ont lu le roman verront ce que je veux dire, et les autres, lisez Shikamaru Iden, c'est juste un gros banger. Dernier élément scénaristique à prendre en compte dans notre histoire, Zetsu noir. Alors clairement, avec Obito mort et le putsch d'Itachi à la tête de l'Akatsuki, les plans de Zetsu pour réanimer Kaguya seraient pour le moins contrariés. On peut imaginer que ce dernier resterait membre actif de l'Akatsuki pour entrer dans la tête d'Itachi, il pourrait par exemple lui avouer qu'Obito n'était pas le vrai Madara, lui raconter sa vraie version de l'histoire des shinobi avec Jubi, Kaguya, Hagoromo, etc. Et il reviendrait sur la vraie histoire de Madara et sur comment il s'est éveillé au Rinnegan. Le truc, c'est que même Obito n'était pas chaud pour réanimer Madara avec le Rinnegan à la base. Vu qu'on le sait, il avait prévu de le doubler pour devenir le Jinchuriki de Jubi avant lui et lancer lui-même le Mugen Tsukuyomi. Sans Zetsu noir pour donner le corps de Madara à Kabuto et son Edo Tensei, Obito aurait potentiellement juste boycotté Madara. Bref, tout ça pour dire, je sais pas si Itachi serait très séduit par l'idée. Le mec est déjà au top de la chaîne alimentaire, et il connaît Madara ni d'Adam ni d'Ève, donc franchement c'est pas très séduisant comme plan. Mais bon, peut-être qu'en lisant la stèle de pierre d'Hagoromo avec ses nouveaux dojutsu, et en se faisant petit à petit laver le cerveau par Zetsu, Itachi finirait peut-être par développer l'envie de s'éveiller lui aussi au Rinnegan, ou alors de voler ceux de Nagato. C'est une vraie probabilité, et nul doute que sans personne pour s'opposer à lui et son organisation, Itachi pourrait très bien faire juste des dingueries comme se greffer les cellules d'Hashirama d'une manière ou d'une autre, se greffer les yeux de Nagato avant de recréer Jubi et de devenir son hôte. En fait, ça dépend de comment Itachi aborde le truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zetsu pourra pas l'y contraindre par la force. Donc sur ce coup-là, je vous laisse me dire en commentaire ce qui serait d'après vous le plus probable, en vous basant sur les caractéristiques qu'on a imaginées chez ce Itachi antagoniste et avide de pouvoir. Est-ce qu'il finirait par exécuter la volonté de Zetsu en pensant que ça le rendrait plus fort? Est-ce qu'il se méfierait de Zetsu et tenterait de s'en débarrasser? Ou encore, est-ce que Zetsu arriverait à lui retourner le cerveau? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Pour l'instant, je pense qu'on peut garder cette fin ouverte en laissant un Itachi et sa surpuissante organisation à la tête d'un monde shinobi totalement à leurs pieds. Voilà les potos, je pense qu'on a fait le tour de ce scénario alternatif, j'espère qu'il vous a plu. Comme dit en intro, c'était un sujet assez complexe à traiter, vu qu'on prend le contre-pied total du personnage d'Itachi en changeant carrément sa personnalité. Donc contrairement aux autres uchronies où on modifie un événement du manga pour voir les effets que ça a sur l'histoire, là on a carrément changé tous les aspects d'un perso, ce qui est clairement un tout autre exercice, et ça explique aussi pourquoi le format narratif n'était pas très pertinent ici. Clairement, si j'avais raconté l'histoire que j'ai inventée ici sans justifier un minimum mes choix, personne n'aurait rien compris et c'est clairement pas le but. Dans tous les cas les potes, si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite comme d'hab à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne, vous le savez, ça me soutient de ouf. Encore merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Pour rappel, vous avez moins 83% sur l'abonnement et même 4 mois gratuits en utilisant mon lien que je vous mets en description et dans le commentaire épinglé. Pensez également à me suivre sur Twitter et à rejoindre mon Discord, j'y suis pas mal actif, je vous mets là aussi les liens en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.